nous avons la chance, à 8h45, d'avoir Philippe Vincent. Comme l'honneur, comme tous les jours. Puis on le souligne, Il n'y a on pas est de chance content là-dedans. d'avoir- C'est mon horaire, tous les jours. Il n'y a rien de chanceux. Là. Bon. Mark Carney. Mais je suis content d'être là avec vous deux. Ah, c'est ça qu'on attendait. Bonheur. Bonheur partagé. Puis avec vous surtout. Alors, Mark Carney Carney. repousse son budget. On ne présente pas de budget. Est-ce que c'est un manque de transparence? Oui, total. Total. Sincèrement, il y a des raisons, là, mettons. L'élection est arrivée tard, là, il n'y en a pas eu avant parce que tu venais de former un nouveau gouvernement. Là, tu es en mai, il reste un mois en mai, il reste le mois de juin. Mais un budget, c'est quoi? Parce qu'ultimement, on va se dire, mais pourquoi Mais un budget, c'est quoi? C'est un cadre financier qui nous aide à savoir où le gouvernement s'en va dans la prochaine année et dans les 4 prochaines années. Donc, ça donne une prévisibilité. Ça donne, dont tu parlais, de cette transparence-là qui nous permet de savoir quel est l'état des finances publiques, où s'en vont les finances publiques, comment on voit cette croissance-là, quels sont les programmes qu'on va renouveler, comment on va faire des transferts au cours des prochaines années, est-ce qu'on prévoit les augmenter, est-ce qu'on prévoit les réduire, est-ce qu'il y a des modifications dans l'impôt. Là, on a comme signé un pseudo-décret hier, un peu à la Trump, pour dire on va baisser les impôts, mais là, ça prend quand même un projet de loi qui va aller en chambre. Bien, là, avec la dette. Mais là, la dette, elle est combien? Puis le déficit va être de combien? Puis le ratio dette-PIB. Puis c'est pas comme si, mettons, M. Carney est arrivé, puis là, je sais pas comment compter. Tu te présentes comme le ministre de l'Économie, comme un économiste. Tu as déposé un cadre financier. Tu sais, mettons que tu me dis, on va faire un plus petit budget que d'habitude. On va faire un budget light, un budget... Tu sais, on n'est pas dans les grandes affaires. Écris pas là, tous les déblatérages de propagande politique que tu as habituellement dans un budget. On va faire quelque chose de serré, précis. Voici l'état des finances. Puis en octobre ou à l'automne, on fera plus costaud ou pas. Ou tu sais, t'envoies un message que tu es là pour les finances. Là, tu es dans manque de transparence complet. Puis après ça, t'envoies un message aux Canadiens que, OK, il fait quoi? Il va-tu comme tout gérer ça? Lui, il le sait, puis lui, il va le savoir, puis lui, ça va fonctionner. Donc, il risque d'y avoir cette irritation-là dans le public. Autre irritation qui va venir aussi de François-Philippe Champagne. Tu sais, François-Philippe Champagne, il est bon, capable, je le soulignais souvent, de prendre la cassette, mais que ça n'ait pas trop l'air cassette. Hier, je te dirais qu'il n'a pas réussi cet exercice-là. Hier, on était dans « Ah non, c'est super transparent, discours du trône, baisse d'impôts. » Non, c'est pas transparent pantoute, là. Vous faites pas de budget. T'es ministre des Finances, comme comment ça? Non, c'est super transparent, là. Non, là, comme... Voyons, tu peux pas répéter ça, là. On n'est pas... On entend là, que tu dis la même chose, tu sais. Puis nous autres, on l'avait hier à Salut, bonjour. J'ai posé 4 fois la question de budget s'en vient quand? Ah, ça s'en vient, discussion. Mets la table, prépare les électeurs, prépare les citoyens, explique. On n'est pas nono, là. Moi, quand j'entends ces cassettes-là, je me demande si les politiciens se disent c'est quoi les Canadiens? C'est pas vite. Sûrement, si on leur répète 5-6 fois la même affaire, ils vont commencer à nous croire. Alors que si tu leur expliques, on n'avait pas le temps. On a un gros dossier, on le sait pas. Je veux dire, explique davantage les choses et assume tes décisions. Parce qu'il y a des choses que, malheureusement, les politiciens ne font pas assez de nos jours. Oui, c'est vrai que les médias vont vite, les médias sociaux, etc. Sauf qu'en même temps, en prenant le temps de faire les choses correctement, il va y avoir moins d'irritation. Sinon, vite, je pense que les gens vont déchanter de ce gouvernement si on commence à gérer de façon opaque comme ça. Par ailleurs, M. Legault qui ouvre la porte à un projet de pipeline au Québec compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il dit il y a cet intérêt, puis il n'y a pas tort. Là. Il y en a au Québec des gens qui voudraient avoir un pipeline. On est dans des normes d'acceptabilité ou du moins de volonté sociale qui sont bien différentes de celles qu'on avait lors du débat d'Énergie-Est. Après, il parlait d'un projet possible qui irait à Sept-Îles, là, de gaz ou de pétrole. C'est pas clair encore. Puis là, tu dis à Sept-Îles, OK, mais là, le pétrole, une fois rendu à Sept-Îles, il se passe quoi? Ou le gaz? Est-ce qu'on fait un terminal de liquéfaction comme on avait prévu au Saguenay? Est-ce que puis le pipeline ou le gazoduc passe par où? Ce pipeline-là, ce produit-là, fini, s'en va où? Est-ce qu'il s'en vient dans nos raffineries après ça en bateau? Est-ce qu'on l'exporte? Parce qu'il y a ça aussi dans la volonté, je crois, des citoyens. Puis après ça, si vous, corrigez-moi si je me trompe, mais d'avoir cette indépendance énergétique. Oui. Mais si c'est prendre du pétrole de l'Alberta pour l'exporter, on n'est pas dans l'indépendance énergétique, on est dans la vente, puis ce qui est correct aussi. Mais est-ce que les Québécois sont prêts à ça? S'il y a des retombées économiques, peut-être plus que si c'est juste un pipeline qui sera au Nouveau-Brunswick, comme c'était le cas avec Énergie-Est. Il y a toutes ces questions. Puis là, tu as des bateaux. Est-ce que là, les bateaux, les pétroliers, on est prêts à avoir ça dans le Golfe? Tous ces débats-là sont faciles à dire. Bon, un pipeline, OK. Mais une fois qu'il est dans ta cour, une fois qu'il est dans ta ville, dans ta municipalité, dans ton cours d'eau, est-ce qu'on est prêt à ça? Puis ça fait partie des grandes questions. Surtout que c'est plus clair à Ottawa, c'est quoi le message, hein?
Hier, Stephen Guilbeault disait quoi? Il dit, bien, regardez les chiffres. On a des pipelines qui ne sont pas utilisés à pleine capacité. Utilisons ce qu'on a à pleine capacité avant de commencer à en construire d'autres. On n'a pas de promoteur, donc il n'y a pas de compagnie en ce moment qui a levé la main pour dire, regarde, moi j'en ai un pipeline, il va ressembler à ça, là, voici combien ça va coûter, on est prêt, let's go. Il n'y en a pas, parce que ça coûte une fortune bâtir des pipelines et on ne sait pas quelle sera la demande. À terme, on prévoit, l'Agence mondiale énergétique, là, pas Greenpeace puis les équitaires et compagnie, un pic de consommation de pétrole qui va être atteint d'ici 3-4 ans. Bon, après ça ne va pas tomber d'un coup. Ça va sûrement ralentir un petit peu. Mais ce ralentissement-là, est-ce que le cas d'affaires, le business case, comme on dit en anglais, est bon pour bâtir davantage de pipelines? Ce n'est pas clair. Donc, tant mieux si les politiciens en veulent, parce que là, ils pensent que c'est bon. Mais il va falloir qu'il y ait des entreprises privées qui nous montrent que c'est bon. Puis une fois qu'on va avoir un débat, qu'on ait une vraie discussion sur un vrai projet, là, on pourra en parler. Là, pour le moment, c'est plus C'est lancé en l'air comme un ça. buzz politique qui est intéressant. Ouais. Mais on aura un vrai débat sur un vrai projet quand on aura un projet. Mais M. Guilbeault s'est fait arracher la tête sur les réseaux sociaux. Ah, c'est sûr. Mais non, en Alberta, c'est l'ennemi public numéro un. Oui. Mais en même temps, les Albertains veulent des pipelines, mais mettez-les sur la table, les projets. On les attend. On en a payé un 40 milliards, puis vous ne l'utilisez pas au complet. Philippe Vincent, merci d'avoir été là. Drop Quelle the mic. chance, quelle chance. Bonne journée. Salut. Salut.